crois que la première chose qui doit être dite, c'est la sidération. Et pour votre serviteur, la sidération a été double, puisqu'ayant contracté le Covid dès la fin de février 2020, en réalité, je suis sorti de ma maladie avec le sentiment que malheureusement, comme d'habitude, quand on a une crise qui survient, on sous-estime la force de la crise. Et à contrario, quand la reprise survient, on sous-estime la force de la reprise. Donc la chose qui a été marquante en 2020, c'est probablement un tournant dans l'histoire de l'humanité, et qui paradoxalement est venu d'un pays qui ne respecte pas tellement la vie humaine, qui est la Chine, c'est qu'on a sacrifié l'économie pour la vie des humains, ce qui est en soi quelque chose d'extrêmement positif pour la diffusion des valeurs humanistes. En revanche, on a ouvert les vannes de la dépense publique, et peut-être aussi, mais c'est un autre débat, de la création monétaire, dans des conditions telles que ça aura des répercussions sur de très longues années. Donc cette crise est à la fois une crise sanitaire, une prise de conscience de la valeur de la vie humaine et une utilisation exceptionnelle du vecteur de la création monétaire pour régler les problèmes. Ce qui veut dire que je crois, comme Boris Cyrulnik a eu l'occasion récemment de le dire, que c'est beaucoup plus qu'une crise, c'est une transformation de modèle de société à laquelle nous allons probablement assister. Nous l'avons vécu comme tous les entrepreneurs de France, c'est-à-dire avec le souci de la santé de nos collaborateurs et de nos clients. Donc, la première chose qui était importante, c'était de sécuriser passagers et collaborateurs. La deuxième chose, c'est de nous préoccuper du cash. Dans une entreprise, cash is king. Et donc, j'ai eu très peur que les marchés financiers soient fermés à partir de la fin de l'année 2020. Donc, nous avons emprunté 4 milliards d'euros. Et pour être crédible aux yeux de ceux qui nous prêtaient, nous avons établi un plan d'économie extrêmement ambitieux qui a crédibilisé la faculté que nous avions d'aller sur les marchés et d'assurer la liquidité de l'entreprise. La troisième chose, c'est la contribution au débat public sur la sûreté sanitaire et la sécurité. Donc, nous sommes beaucoup intervenus auprès des pouvoirs publics, notamment pour que des contrôles soient réalisés à l'arrivée. L'opinion publique était prompte à s'emparer du thème des aéroports passoires. Et nous avons beaucoup travaillé pour que non seulement nos aéroports eux-mêmes soient propres, distribution de gel hydroalcoolique, nettoyage plusieurs fois par jour avec des produits virucides, pose de plexiglas au comptoir d'enregistrement, condamnation d'un siège sur deux, enfin je vous passe les détails, mais nous avons pris une quantité de mesures. Donc voilà un peu cette année 2020, ça a été une année de sidération, ça a été une année de réaction, et puis aussi, et c'est un sujet de fierté pour votre serviteur, une année de constatation que les collaborateurs du groupe ADP ont été absolument formidables à deux égards. Le premier, c'est qu'ils ont accepté, malgré eux, mais ils ont accepté des conditions de chômage partiel. Le Premier ministre nous a demandé à un certain nombre de personnes, une dizaine de personnes, de réfléchir d'une part sur les trajectoires de finances publiques qui pouvaient être envisagées pour les années qui viennent, et d'autre part sur le traitement de la dette qui aura été contractée par les administrations publiques à l'occasion de cette crise du Covid, avec une idée éventuelle de savoir si on devait ou pas cantonner cette dette, c'est-à-dire la mettre dans une boîte spéciale pour assurer le remboursement par des recettes affectées et l'isoler en quelque sorte de l'endettement habituel du pays. Donc c'est une commission qui devra rendre ses travaux pour la fin février, mi-mars au plus tard. Cette commission, dans mon esprit, aura surtout pour objectif de réfléchir sur ce que c'est que l'efficacité d'un État, puisque au fond, aujourd'hui, pour moi, la problématique n'est pas tellement la dette, c'est surtout la dépense. Et c'est l'idée que je vais essayer de porter dans cette commission. Écoutez, je serais tenté de délivrer deux messages. Le premier, c'est un message d'optimisme foncier. J'avais beaucoup travaillé sur un livre qui s'appelle The Fourth Turning, qui est un livre américain qui décrit les cycles de la société et qui décrit un cycle qui se reproduit depuis 500 ans et 26 générations, qui est le cycle, un cycle qui se déroule en 4 étapes. La crise, le haut, l'éveil, le bouleversement. Et ça se reproduit de façon imperturbable depuis la nuit des temps. Alors, la dernière grande crise, c'est 25-45, la crise de 29, la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vous fais pas de dessin. Après cette crise, il y a une période qui s'appelle le haut, les valeurs de travail, de solidarité, on reconstruit le pays. C'est 45-65, c'est en gros le début des 30 Glorieuses. Entre 1965 et 1985, ça s'appelle l'éveil.
et ça dure 20 ans. Et entre 85 et 2005, c'est le quatrième temps de ce cycle, ça s'appelle unraveling, l'effilochage, les déficits budgétaires, la bulle Internet. Et les auteurs américains qui ont théorisé ce cycle de 80 ans écrivaient en 1997, vous verrez, il y aura une grande crise au milieu des années 2000, mais tout ira bien en 2025. C'est ma conviction. La grande crise des années 2000, en réalité, elle a commencé en 2007-2008 avec la crise des subprimes. Et cette crise du Covid, on est un peu l'enfant naturel sur le plan économique, puisque si nous avons pu à ce point protéger la vie humaine au prix de sacrifices économiques très lourds par l'arrêt de la production, c'est parce que nous avons utilisé les bienfaits de la création monétaire, sachant que nous verrons peut-être ces méfaits un peu plus tard, mais c'est une autre histoire. Il demeure que je crois que cette période entre 2005 et 2025 aura été effectivement marquée par des bouleversements qui la font incontestablement qualifier de crise, mais je suis très optimiste pour la période qui va suivre. Dernier conseil, je recommanderais à tous les managers ou tous les entrepreneurs qui nous écoutent de lire un petit livre du philosophe François Julien qui s'appelle Conférence sur l'efficacité et qui fait la comparaison entre l'approche grecque et l'approche chinoise de la stratégie. Et même si on ne doit pas tout copier chez les Chinois, je suis ami de copier la stratégie chinoise qui est éminemment pragmatique, qui s'adapte au terrain et qui ne mène les combats que quand elle est sûre de les avoir gagnés. C'est une approche qui évite au maximum les conflits, qui privilégie l'intelligence économique, qui privilégie l'anticipation, le sens du long terme. Et je pense que nous allons en avoir particulièrement besoin pour les 2 années qui viennent.